Liliana pour ces paroles de présentation chaleureuses et presque trop exhaustives. Merci évidemment à l'Institut d'études avancées et à son directeur, Maurizio Novello, de m'accueillir ici à Belo Horizonte. C'est pour moi l'occasion de revenir à Belo Horizonte. J'ai déjà eu l'occasion de venir, mais d'y faire un séjour d'un type un peu différent, compte tenu de ce que justement cherche à développer l'Institut d'études avancées. Autrement dit, ne pas être là simplement pour un colloque, comme c'était le cas la semaine dernière, mais rester plus et essayer de parler à un peu plus de gens et à un peu plus de gens différents, c'est-à-dire engagés dans des études différentes et aussi à différents moments de leur engagement dans leurs études, qu'ils soient des enseignants, des chercheurs ou des étudiants préparant des masters ou des doctorats. Alors, j'en viens à mon sujet du jour, la temporalisation du temps, une longue marche. Qu'entendre par temporalisation du temps? L'expression n'est peut-être pas évidente. Quelles que soient les manières de le comptabiliser, le temps n'a jamais cessé de passer, menant tout être vivant de son apparition à sa disparition. Les astres n'ont jamais interrompu jusqu'à présent leur révolution. Il n'empêche qu'il y a une histoire du temps. Ont en effet varié les façons qu'ont eu les groupes humains de faire avec le temps et de faire du temps. Et multiples ont été les manières de le scruter, de le contrôler, de l'enrôler, de le suspendre, de le supprimer, ou du moins d'y prétendre. Là, on entre proprement dans une histoire du temps, qui est celle des communautés face à la contingence, soucieuses de se perpétuer, aux prises avec les conflits d'intérêts et les luttes de pouvoir, et inévitablement confrontées à la mort de tous et de chacun. C'est toute la gamme de ces opérations sur le temps, que je nomme longue marche de la temporalisation du temps, avec tout aussitôt cette précision. La marche n'a été ni linéaire, ni tendue d'emblée vers un télos, vers une fin unique. Télos qui aurait été le temps de l'Europe, l'Occident, porté par le concept moderne d'histoire avec un H majuscule. De cette marche, les étapes restantes sont les plus familières, qui voient sur un temps historisé, dénaturalisé, alors même qu'en sens inverse, la nature allait se trouver temporalisée. Ainsi, le livre fameux de Buffon, Les époques de la nature, en fournissent un repère majeur. Le titre même, Les époques de la nature. Mais nous sommes alors à la fin du XVIIIe siècle, en 1778 exactement. Et Buffon écrivait ceci, citation qui est un petit peu longue, mais que je vous donne. Comme, dit-il, comme dans l'histoire civile, on consulte les titres, on recherche les médailles, on déchiffre les inscriptions antiques pour déterminer les époques des révolutions humaines et constater les dates des événements moraux. Donc, comme tout cela, de même, dans l'histoire naturelle, il faut fouiller les archives du monde, tirer des entrailles de la terre les vieux monuments, recueillir leurs débris et rassembler en un corps de preuves tous les indices des changements physiques qui peuvent nous faire remonter aux différents âges de la nature. C'est le seul moyen de fixer quelques points dans l'immensité de l'espace et de placer un certain nombre de pierres numéraires sur la route éternelle du temps.
Alors, ce qui est intéressant dans cette citation de Buffon, c'est que vous voyez qu'à ce moment-là, on part de ce qu'il appelle l'histoire civile pour prendre cette histoire civile comme modèle pour établir une histoire naturelle. Le dégagement d'un temps conçu comme foncièrement historique coïncide avec ce que nous avons nommé temps moderne. Un clair indice en est apporté par la montée en évidence de la notion d'anachronisme. Qu'est-ce en effet que l'anachronisme? D'abord, et je cite là l'encyclopédie, la grande encyclopédie de d'Alembert et Diderot, l'anachronisme est présenté comme une faute, je cite, comme une faute contre la chronologie. Faute qui consiste à placer un fait ou un événement plus tôt. Et alors là, on se réfère au grec, du grec ana, en avant. Bon. Donc d'abord, faute contre la chronologie. L'anachronisme devient une faute contre le temps, une faute de temps. Comme on repère une faute de grammaire, il devient faux sens, voire contresens. Contredisant aux règles du temps, l'anachronisme va à contre-courant. Dans la mesure où il introduit du désordre dans le cours du temps, il faut le repérer et le dénoncer. Et on formera des surveillants, donc ce sera la charge. Par exemple, l'historien. On ne doit pas projeter sur le passé des idées, des comportements, des usages qui sont ceux du présent. On ne doit pas ignorer la différence des temps. Cette transformation de la notion est donc un signe sûr de la temporalisation. À rebours, dans ce que je nomme l'ancien régime d'historicité, quand la catégorie du passé l'emporte sur le présent et le futur, l'histoire, celle de l'historia magistra vitae, de l'histoire maîtresse de vie, ne peut fonctionner ainsi, puisqu'on pose que les précédents ont été plus grands. Le passé est à portée de main comme réservoir d'exemples. Les anciens sont au premier rang, le présent se vit comme inférieur, d'où le grand appel de l'imitation pour le hisser, s'il se peut, ce présent, à la hauteur du passé glorieux. Jusqu'à ce point, qui en amorce le retournement, quand imité, avec le programme notamment proposé par Winkelmann aux Allemands, devient la voie pour devenir soi-même inimitable. C'est le paradoxe de Winkelmann, imiter pour devenir inimitable. Imiter s'impose comme le plus court chemin vers l'originalité. L'âge d'or de la temporalisation accomplie, qu'on a cru définitive, est celui du régime moderne d'historicité. Le futur domine, et le progrès est le but et le moteur. Là, le temps est devenu acteur et lui font cortège les notions d'anachronisme, de survivance, celles d'accélération, d'évolution, de précurseur, d'avance, de retard, d'avant-garde, de fourrier. La France de la Restauration, après l'Empire, après 1815, entre 1815 et 1830, la France de la Restauration a par exemple cette figure de l'émigré, celui qui avait fui la France au moment de la Révolution et qui revient en 1815. L'émigré qui n'a rien appris selon la formule et rien oublié. Et l'émigré est là comme une espèce de témoin d'un temps révolu. Dans les rues, écrit Chateaubriand, on voyait des émigrés caducs, avec des airs et des habits d'autrefois, hommes les plus respectables sans doute, mais aussi étrangers parmi la foule moderne que l'étaient les capitaines républicains parmi les soldats de Napoléon. Ou encore, une des grandes failles, une des grandes brisures qui traversent la comédie humaine de Balzac est celle d'une discordance des temps. Il y a les salons d'Ancien Régime, provinciaux et décrétés, les demi-soldes d'empire déjà surmanés dans leur redingote dérivée. Et face à eux, dans un autre monde, composite, ceux qui tiennent le haut du pavé. Qu'est-ce en effet qu'un temps temporalisé? Un temps actif, actif
agent qui est la mesure de la force de l'histoire, l'inscription de sa puissance jamais en repos. Il y a, métaphore qu'on emploie beaucoup au XIXe siècle, il y a le train du temps et les locomotives de l'histoire ou des révolutions, ce qui pour certains revient au même. Ce temps, qui est celui de l'histoire avec un H majuscule, de la philosophie de l'histoire et de l'histoire universelle, telle que les a entendus le XIXe siècle, est d'abord l'affaire des philosophes, avec Hegel en tout. Philosophes qui en sont les desservantes et chantes, avant d'en devenir rapidement les prophètes désenchantés, en pensant à Oswald Spengler au début du XXe siècle. Ce temps temporalisé irrigue l'époque qu'on nommera nettement plus tard celle des grands récits, au moment justement où le postmodernisme voudra prendre acte de sa clôture définitive et s'emploiera à en dresser le constat de destin. Mais avant d'en venir à des situations très anciennes et des temps très éloignés, arrêtons-nous brièvement sur l'aujourd'hui, le nôtre, sur ce moment de présent omniprésent, de présent seul, que j'ai proposé de nommer présentiste. Des 1000 façons d'aborder, j'en choisis une, un peu latérale, en partant d'un livre paru en 2007. L'homme qui tombe, de Falling Man, du romancier américain Don DeLillo. J'ai sûrement traduit ici, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce roman. Je vais en lire un. De quoi y est-il question? De l'impossibilité désormais de tout récit dans la ville, New York, de l'après 11 septembre 2001. Par l'entremise des différents personnages, le livre cherche à faire l'essai de cette impossibilité. Qu'est-ce qu'un monde sans récit? On traverse une succession de cercles, celui des survivants d'abord, les conjoints, les proches, les New-Yorkais, d'autres encore, jusqu'aux terroristes eux-mêmes. Partout se retrouve cette même incapacité à articuler un récit suivi. Les dialogues du livre sont bancals, les questions et les réponses ne se rejoignent pas, les paragraphes ne s'enchaînent pas les uns aux autres, on ne sait pas toujours qui parle, la syndette est omniprésente. De la première phrase du livre, je cite, « Ce n'était plus une rue, mais un monde, un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. » Jusqu'à la dernière phrase, je cite, « Puis il vit une chemise descendre, il marchait, la voyait tomber, agitant les bras, comme rien en ce monde. » Donc de cette première à cette dernière phrase, le lecteur se trouve pris dans ce moment de fin du monde, de fumée et de cendre, dans ce temps arrêté. Récit, si l'on veut, d'un jour d'apocalypse. Peut-être, dit Lancier, peut-être est-ce ce à quoi ressemblent les choses quand personne n'est là pour les voir. Se dit non pas le romancier, mais le personnage principal, alors qu'il marche hagard après être sorti de la cour en feu. Le roman a beau chercher à appréhender les jours de l'après, il demeure tout entier pris dans ce temps suspendu. Dans notre temps désormais sans récit, courent les petites histoires, sans lien entre elles, et s'impose le storytelling, devenu la tarte à la crème des news et de la communication politique. Ce livre, de Don DeLillo, est pour moi une exploration littéraire du présentisme jusqu'à son paroxysme. Pourtant, tout n'a pas basculé le jour du 11 septembre. Déjà auparavant, ça n'allait pas très bien. La possibilité de faire récit était bien entamée. Pour le signifier, DeLillo introduit de façon très appuyée un des fléaux et une des grandes peurs de notre contemporain, la maladie d'Alzheimer. Elle rôde tout au long du livre, symptôme puissant et révélateur de notre époque. La femme de Caïste, le personnage principal, s'était engagée dans du travail social. Chaque semaine,
elle animait un groupe de mémorisation d'histoire pour des personnes au stade préliminaire de la maladie d'Alzheimer, tandis que lui, de son côté, rejoignait un groupe de joueurs de poker. 15 ans plus tôt, son père, le père de cette jeune femme, atteint de ce mal, s'était donné la mort. Elle-même en guette avec anxiété les signes avant-coureurs chez elle. Ce ne sont plus les lapsus qui retiennent notre attention, comme la guerre, mais les oublis. Le couple a un enfant qui devra grandir, dit Don DeLillo, dans l'ombre profonde de ses propres souvenirs, car il n'aura guère connu ses grands-parents, qui sont ceux qui ont les souvenirs les plus reculés. Et plus énigmatique, il y a celui qui donne son titre au livre, L'homme qui tombe, car cet homme qui tombe refuse le jeu de la communication. C'est un artiste de rue, connu sous ce nom, car sans un mot d'explication, il a pris l'habitude de se jeter dans le vide et d'apparaître ainsi seulement retenu par un harnais de sécurité dans différents endroits de la ville. Cette position, on s'interroge, visait-elle à refléter la posture spécifique d'un homme qui avait été photographié dans sa chute du haut de la tour nord du World Trade Center? Un homme se découpant à jamais en chute libre sur l'arrière-plan des panneaux verticaux de la tour. Les journalistes, en tout cas, sont bien en peine de rendre compte de son comportement. Le maire trouve que l'homme qui tombe de Fourningman est un crétin. Dans son temps, la méditation philosophique sur le temps, Paul Ricoeur trouvait une résolution des apories du temps dans le temps narré, dans le temps raconté. Il n'y a pour finir de temps pensé que raconté. Mais dès lors qu'il n'y a plus de narration du temps, il n'y a plus non plus de temps pensé. Ou plutôt, de quel temps narré s'agit-il si le roman déploie toutes ses ressources pour démontrer l'impossibilité d'articuler un récit? Et donc, de quelle pensée du temps s'agit-il? S'impose le terme d'aporie. Une aporie au sens propre, il n'y a pas d'issue. Une aporie dédoublée ou redoublée, celle du récit et celle du temps. En faisant appel aux catégories herméneutiques d'horizon d'attente et de champ d'expérience, telles que les a maniées l'historien allemand Reinhard Koselleck, nous pourrions aussi donner cette analyse de la situation présente. L'horizon d'attente, loin de reculer sans cesse, semble au contraire s'approcher de nous, comme cette ligne de ronde porteuse de menaces, par nous-mêmes luisants, risquant de faire éclater la bulle présentiste de la globalisation, tandis que le champ d'expérience se trouve rejeté quasiment hors champ, sauf sous la forme massive et figée de quelques maîtres mots d'époque: mémoire, patrimoine, commémoration, identité. Cette menace trouve de multiples traductions, de la plus triviale à la plus élaborée. Se développent des réflexions autour des catastrophes. Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple, la revue L'Esprit, en France, leur a-t-elle consacré un dossier sous le titre « Le temps des catastrophes », dans lequel un collectif de chercheurs, qui s'est nommé de façon emblématique le groupe 2040, donc c'est à l'horizon 2040, expose son approche de ce temps, pas comme les autres, qui induit un nouveau rapport au temps et à l'action. Pour eux, l'idée de catastrophe semble occuper la place que remplissait hier l'idée de révolution. On parle d'apocalypse, ou à nouveau d'apocalypse, de multiples façons. Du côté d'une approche réflexive, on rencontre les ouvrages d'un philosophe, Jean-Pierre Dupuy, qui est à la fois un ingénieur, un économiste, un philosophe, et qui depuis quelques années expose son intime conviction que notre monde a droit à la catastrophe et défend ce qu'il appelle un catastrophisme éclairé, qui implique, qui devrait impliquer, un retournement de nos rapports au temps. Il faut, dit-il, se projeter dans l'après-catastrophe, jeter sur elle un regard rétrospectif, comme si elle avait eu lieu, puisque tout le problème n'est pas de savoir qu'elle aura lieu, mais d'y croire. Je laisse là s'échapper sur l'aujourd'hui et reviens à ma question initiale.
quelles ont été les conditions de la temporalisation? Qu'a-t-il fallu pour que le temps en vînt à se temporaliser? Quels déplacements dans les manières de le vivre et de le dire, de l'appréhender, ont été nécessaires? Comment ces déplacements ont-ils affecté les récits du temps qui, au cours des siècles, ont pu être produits? Pour ce faire, tournons-nous vers des temps d'avant, très loin en amont, justement quand le temps n'était pas encore un acteur, mais qu'il n'en fallait pas moins faire avec le temps. Les manières de faire, quelles chaînes ont alors été expérimentées, formulées, qui ont pu être réinvesties ultérieurement, agencées autrement, moins d'ailleurs dans leur contenu que dans leur forme, leur formalité, mais en gardant toujours en tête que les choses auraient pu tourner autrement. Pour un groupe humain, la première façon de faire du temps, la première forme de temps social est, vous le savez bien, l'établissement d'un calendrier. Reliant temps cosmique et temps vécu, le temps calendaire, et pour reprendre encore une expression de Paul Ricoeur, un tiers temps. D'abord lunaire, les calendriers ont ensuite fait place au soleil, dès le 3e millénaire en Égypte. Longtemps, on s'est efforcé de combiner deux groupes, avant d'introduire, comme à Athènes par exemple au VIe siècle avec la réforme de Clisthène, un temps en plus, un temps cosmique. Mais ce temps, du retourné des travaux et des jours, de l'accomplissement des rites et des cérémonies, de l'intronisation des magistrats, de tout ce qui perpétue et renouvelle la communauté, ce temps se trouve paradoxalement sous le temps, intemporel de fait. Émile Benveniste, linguiste très connu, l'avait relevé. Il distinguait pour sa part trois temps. Un temps physique, continu, un temps linguistique, celui de l'échange, je-tu, et un temps qu'il appelait chronique, qu'il désignait aussi comme le temps des événements, qui englobe aussi notre vie en tant que suite d'événements. Ainsi objectivé, socialisé, le temps du calendrier ménage des intervalles constants et prévoit un contenu de ces intervalles fixe et immuable. Ces dénominations du temps, comme Benveniste le note, sont vides de toute temporalité, à l'instar des nombres qui ne possèdent aucune propriété de ce qu'ils dénotent. Scandé par le passage et le retour des jours, des mois, des années, le calendrier est au fond extérieur au temps vécu, à l'expérience humaine du temps. Mais si survient un dérèglement, si se produit une rupture de la continuité, un acte dans le rythme et le cycle, se pose alors la nécessité d'une intervention pour rétablir l'ordre, réparer, renouer la succession des temps. Une crise grave, guerre, attaque, usurpation, défaite, fin d'une dynastie, voire d'un empire, tout cela vient mettre le présent en péril. Une crise de ce type suspend le retour des jours, déborde ou brise le temps chronique. À qui revient alors la charge d'y remédier? À qui la prérogative et comment s'y prendre? Très différentes ont été les réponses apportées par les groupes humains et leur inventaire risquerait fort d'être interminable. Mais ça paraîtrait vite, je crois, aussi des traits récurrents dans les façons de faire face à l'imprévu, au menaçant, à la catastrophe advenue. Si leur agencement varie, le répertoire des gestes possibles est, je crois, assez limité. On peut notamment recourir à des orages. On recueille des présages, c'est-à-dire des spécialistes, des prêtres, des interprètes. On a ces présages, on en tient l'actabilité et on fixe la façon, si je parle comme les Romains, de les expier, c'est-à-dire d'y apporter la réponse adéquate. Plus largement, on peut disposer des pratiques divinatoires qui sont, si l'on y prête attention, des opérations.
Elles ne sont pas que cela, mais le sont largement. On consulte le devin, qui répond si tel présage, alors tel oracle. On peut aussi voir se lever un prophète qui donne sens à l'histoire. Ou peut aussi surgir un apocalypticien qui lui voit arriver la fin et s'emploie avec une grande énergie, un grand déploiement d'inventivité, à calculer le jour de la fin. Pour avoir une bonne idée de l'emprise et du degré de développement atteint par la divination, on peut se tourner vers la Mésopotamie ancienne. Entre les mains des scribes, la science divinatoire a été extraordinairement développée. Mais soyons au fait que cette science est d'abord science du passé, car le devin est à l'affût des précédents. Il réunit dans ses archives tous les cas dont il a pu avoir connaissance et compile des recueils qui garnissent les anciennes bibliothèques. Il est mu par un idéal d'exhaustivité. Son expertise consiste à lire les configurations, à déchiffrer ce que la divinité a écrit, notamment, au cas de la Mésopotamie, sur les foies de moutons. On va ainsi, selon une démarche déductive, du présage à l'oracle. L'oracle est le résultat d'une démarche qui va du présent, l'état du foie observé, vers le passé, la recherche d'un précédent dans la bibliothèque, avant de formuler l'interrogation et répondre à la question posée, que faire? Que va-t-il se passer? Mais le temps, dans toute cette opération, dans toute cette science de la divination, le temps n'est pas un facteur en tant que tel. Les dieux écrivent et il faut déchiffrer leur écriture. Deux formes d'intervention ont fortement et durablement imprimé leur marque, la prophétie et l'apocalypse. Et ce, au moment de leur profération, au fur et à mesure de leur rédaction, et on sait que, par exemple, le livre d'Isaïe, la rédaction du livre d'Isaïe s'est probablement étendue sur 4 siècles. Donc, au moment de leur profération, au fur et à mesure de leur rédaction, et longtemps après, jusqu'à l'époque moderne. Ces formes d'intervention ont imprimé leur marque, dans la mesure où, au-delà de leurs lettres, ces structures narratives, ces modes de traitement, d'agencement du temps, ont joué un rôle matriciel dans ce qui deviendra la culture de l'Occident. Pour faire face à ce qui survient, risque d'advenir, et déjà là, l'une et l'autre réponse, prophétie et apocalypse, font en effet appel à un autre temps, scandé par les interventions divines qu'il faut savoir reconnaître. Ce temps est découpé en périodes, vectorisé de telle sorte que le moment présent de crise se trouve inséré dans une suite où il prend sens, voire puisse être reconnu comme prélude à une fin de ce temps mauvais et corrompu en tout cas. Généralement, les prophètes partent du présent et parlent du présent, tout en faisant appel à passé. Inspirés, les prophètes bibliques savent déceler l'action de Dieu dans l'histoire et dénoncent les manquements à l'alliance. Proclament ce qu'il ne faut pas faire, annoncent ce qui va se passer, sauf si l'attitude change, si Israël se repent. Le prophète est celui ou celle qui entretient un rapport direct avec la divinité. Choisi par elle, souvent contre son gré, il reçoit vision, inspiration. Requis pour faire face à l'urgence, il part des dangers du présent, mais il fait appel au passé pour éclairer, donner sens à ce qui a déjà eu lieu. Si bien qu'en donnant le point de vue de Dieu, en se plaçant de son point de vue, en déchiffrant avec sûreté ce qui a eu lieu, le prophète écrit proprement l'histoire, tout à la fois véridique et sacrée, puisqu'elle est celle des interventions de Dieu dans l'histoire. Les prophètes bibliques écrivent. Et Richard Simon, au XVIIe siècle,
les voyait d'abord comme des, j'aime bien l'expression, comme des écrivains publics, chargés d'écrire les affaires les plus importantes de l'État. Et Richard Simon ajoutait, c'est pourquoi les Juifs nomment encore aujourd'hui prophètes la plupart des historiques de la Bible. Ils pouvaient être, ces prophètes, dans leur qualité d'interprète de Dieu, à l'occasion des orateurs publics, annonçant au peuple sa volonté, la volonté de Dieu. Ce qui va se passer, comme ça s'est déjà passé, si rien ne change. Car, à la différence d'une Zeus homérique, Dieu peut changer d'avis. Nous pouvons dire que dans notre langage humain, il change d'avis. Naturellement, pour Dieu, ça n'est pas changer d'avis. Dieu peut changer d'avis. Il peut avoir pitié et agréer la repentance des hommes. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, se dit Jonas, qui pour cette raison fait tout pour échapper à sa mission d'aller annoncer aux gens de Ninive que leur ville va être détruite. C'est pas la peine que je gagne, je risque gros, alors que Dieu finalement va peut-être changer d'avis au dernier moment. À la limite, une prophétie serait d'autant plus authentique qu'elle ne s'est pas accomplie, puisque ce serait la preuve même de son efficience. Ainsi, selon Martin Buber, je le cite, le véritable prophète n'annonce pas des malheurs irrévocables, il parle de telle sorte que ses paroles se mêlent à la puissance de décision inhérente à l'instant présent et que ces messages de malheur éveillent précisément cette dernière, c'est-à-dire cette décision de l'instant présent. Récit du temps performatif. La prophétie exhorte à faire en ménageant une ouverture vers un temps d'après les tribulations. Après l'exil, viendra le retour. Après la destruction, la reconstruction. Après le jour de Yahvé, la bénédiction. Si la structure de la prophétie est proche de la divination, le devin, comme le prophète, travaille d'abord avec et sur le passé, mais à la différence de la divination, Yahvé est le seul à faire l'histoire. Au point qu'il fait même servir les ennemis d'Israël au dessein de sa politique. Et le roi Cyrus, l'ennemi pourtant, peut être qualifié de celui qui a reçu l'onction divine, loin de Dieu. Donnant à voir le sens de l'histoire, le prophète est aussi le garant de l'espérance. Il y aura renouvellement de l'alliance. Même si elle s'inscrit dans et s'écrit à partir du genre prophétique, l'Apocalypse emprunte d'autres voies. Les exégètes ont d'ailleurs reconnu des passages apocalyptiques chez certains grands prophètes. L'Apocalypse est suscitée, elle aussi, par une crise. Plus exactement, elle se déploie autour d'un constat d'aporie qu'elle proclame. Le présent est tel qu'il n'y a plus d'issue. Se récriminer, regimber, se révolter, toute autre action ne sert à rien. Les injustices nous cernent et nous étouffent. Il n'y a plus rien d'autre à faire de voir venir, au sens propre du terme, la fin est si fatale. La crise présente génère d'intenses spéculations, tout particulièrement celle du calcul des temps. Jusque à quand va durer cette situation épouvantable? Elle peut procéder, l'Apocalypse, de deux façons non exclusives l'une de l'autre. Elle recourt à prophétie rétrospective pour nous, telles les visions prêtées à Daniel et leurs interprétations. On peut lire le chapitre 11 du livre de Daniel, ministre Apocalypse, un juif pieux. C'est d'ailleurs ainsi que le philosophe Porphyre, dès le IIIe siècle, l'a lu. Ou bien, elle présente un découpage d'histoire fixé et écrit par Dieu, elle rythme l'histoire et lui donne sens. Départ de l'Apocalypse des 10 semaines dans le livre d'Enoch. L'écrit apocalyptique est une réponse à une question tardante. Jusque à quand? Tourner à la date de la fin. L'apocalyptique ne fait pas grand cas du passé, car il n'y a encore jamais rien eu de tel. Une aporie aussi complète sans issue aucune. Quant au futur, l'apocalypticien n'est tourné vers lui que parce qu'il faut sortir d'un présent insupportable. Mais il ne peut s'agir que d'un futur en rupture profonde avec tout ce qui a précédé. L'Apocalypse brise le temps et excède les récits ordinaires. Le passé se découpe en périodes, les voire
est affaire d'inspiration et de vision. Pour les apocalypticiens, ces périodes existent bel et bien. Elles ont été décidées, délimitées, inscrites dans les livres célestes par Dieu. L'homme ne peut ni les changer, ni les hâter. Il n'y a pas de place pour ce phénomène moderne nommé accélération du temps. Seul Dieu peut allonger ou raccourcir les temps. Rédigé au milieu du IIe siècle avant notre ère, dans le milieu essénien, Jubilé, le recueil, le titre de livre, Jubilé, découpe le temps en semaines. Semaine d'année de 7 ans, jubilé de 49 ans, pour un total de 100 jubilés, soit 4900 ans. À Moïse, Dieu intime l'ordre d'écrire ce qui adviendrait, le résumé de la répartition légale et certifiée de tout le temps. Suite à un récit parallèle de celui de la Bible, où chaque événement est daté par jubilé, semaine, année, voire quantième du mois. Arrière-plan, le rigoureux système calendaire de Qumran sous-tend ensemble. Au total, et de façon paradoxale, l'Apocalypse valorise, fût sur le mode négatif, le présent, car il est ce moment qui permet de voir complètement, de comprendre intégralement les prophéties du passé. Telle est la perception développée par les sectaires du Qumran. Dans leurs commentaires, ils introduisent même un écart entre la vision des prophètes et leurs interprétations. Bien entendu, la vision du prophète Jérémie est vraie, mais elle devient pleinement décryptable qu'aujourd'hui. Elle ne livre la totalité de son message qu'à celui que les gens de Qumran appellent le maître de justice, à qui Dieu a fait connaître tous les mystères des paroles de ses serviteurs et prophètes. Ainsi, l'aporie du présent, dramatisée par les persécutions ou par la profanation du temps, se retourne malgré tout en un privilège, car de ce lieu, il devient possible de récapituler et de voir au-delà en ce moment où tout commence à basculer. Persuadés d'être la dernière version des Esséniens regroupés autour de Qumran, se vivaient comme le véritable Israël. Leur vie était réglée par un calendrier aussi précis que strict, en opposition à la culture grecque et romaine, mais aussi à la piété des pharisiens. Ils ont développé une vision apocalyptique de la fin des jours. Le maître de justice s'écoute de cette fin et lit couramment les paroles des prophètes. Le commentaire inspiré des textes bibliques, qu'on appelle Pécher, devient un instrument pour prédire l'avenir, c'est-à-dire le présent. Ainsi, quand Habacuc fait mention des Chaldéens, il faut entendre en fait les Romains. Le péché a recours à la lecture typologique dont les chrétiens systématiquement emploient pour en faire un instrument majeur de leur lecture de l'Ancien Testament. Dans cette pratique se loge également une opération sur le temps. Les écrits de Qumran font aussi place à quelque chose de curieux, une notion qu'on pourrait qualifier de révélation graduelle. Et je cite, selon tout ce qui a été révélé temps par temps, et pour mesurer la compréhension qui a été trouvée selon les temps et la loi du temps. Selon ce principe marchera la lignée d'Israël. L'histoire est ainsi une succession de périodes décrétées par avance, dont les prophètes avaient la qui est placée en position finale. S'il y a une temporalisation du temps, elle est nettement de l'ordre de l'eschatologie, mais n'en demeure moins qu'il est introduite l'idée que le temps fait quelque chose à l'affaire pour parler familièrement. Temps par temps, selon les temps, la loi du temps, autant d'expressions qui pointent toutes dans la direction d'un facteur temps. L'apocalypticien déploie des prophéties rétrospectives et réactive d'anciennes prophéties en les réinterprétant. On se projette dans le passé pour parler du présent. Tout se passe comme si on découvrait le présent à partir d'un point lointain du passé, avec les yeux d'Enoch, des patriarches, de Moïse ou de Daniel. Le futur des apocalypticiens est notre présent, puisqu'il se projette dans un passé éloigné, sous des noms d'emprunt, pour parler d'événements qui leur sont contemporains. Ainsi, Daniel est placé, dans le livre de Daniel bien connu, Daniel est placé fictivement au VIe siècle avant notre ère. Et donc c'est à partir de cette place fictive du VIe siècle qu'il annonce des choses qui ont déjà eu lieu. Puisqu'on sait que le livre de Daniel a été en réalité écrit au IIe siècle avant notre ère. Donc pourquoi aller chercher Daniel, le placer au VIe siècle, parler de ce qui a déjà eu lieu, qui sont donc des prophéties rétrospectives.
Tout indique que c'est la seule manière pour éclairer, comprendre ce qui advient, pour nommer l'événement et pour être entendu par les contemporains. Pour construire l'autorité d'une parole qui, pour dire la vérité, doit d'abord être dans le vrai de son époque. Un lien est ainsi noué entre passé et futur, présent, grâce à la vision du prophète. Il en va différemment avec l'Apocalypse de Jean, qui se place d'emblée dans le temps nouveau, ouvert par le Christ, qui va de l'incarnation à la parousie. Poursuivons un peu plus avant encore sur ce geste de la périodisation. Car au moyen de cette ancienne et récurrente opération, on ordonne le temps et du même mouvement on le maîtrise. Parmi les plus fameuses, citons la périodisation savante de l'érudit romain Varron, qui répartissait les temps en trois catégories. Il y avait l'agéon, pour ce que l'invitation ne voit pas, le mythicon et l'historicon. Vous avez la périodisation eschatologique de saint Paul, avec les trois stades, antéléguem avant la loi, sublégué sous la loi, et puis le troisième temps, ouvert par le Christ sous gratia, avec la charité. Ou encore celle des âges du monde, élaborée par Augustin, où il combinait les âges biologiques, l'histoire sainte et l'eschatologie. Cette périodisation, celle d'Augustin, qui traite du genre humain d'un homme unique, fournira une forte armature, longtemps reprise et active. Et vous avez enfin la périodisation mise au point par Joachim de Flore au XIIe siècle. Cette périodisation discutée ne demeurera pas moins active sous divers avatars jusqu'à l'époque moderne. Joachim reconnaissait trois évangiles, l'évangile du Père, celui du Fils, celui de l'Esprit, ou il appelait aussi évangile éternel, qui était sur le point de survenir. Et les calculs, justement, là encore, ceci les calculs en fixant vers 1260 de ce troisième évangile. Le schéma de Joachim procède à une sorte d'historisation ou de temporalisation de la Trinité. Cette construction, un peu Père, le Fils, l'Esprit. Cette construction combine la très canonique lecture typologique avec une inscription dans le temps et un calcul des temps. Il est au bout. Sur un mode certes moins grandiose, en faisant sien le geste souverain de périodiser, l'historien moderne reprend, qu'il le veuille ou non, quelque chose de la posture du prophète à qui Dieu a donné de voir les périodes de l'histoire. L'historien ne prétend-il pas être souverain au-delà de la longue durée, retenu Rodin, le Moyen-Âge, défendu par Le Goff, le siècle de Sion, défendu par Furet, ou, en sens contraire, le court XXe siècle, retenu par Hobsbawm. Au terme de son enquête, l'historien prétend mieux voir le passé d'être en lui-même sous cet éclairage nouveau, et dans cette nation, un nouveau récit. Il suffit de penser à la Méditerranée de Brodel et à l'étagement de la mentalité dont le schéma est passé dans le savoir commun. Périodiser, c'est en effet trouver les mots à la fois les plus exacts et les plus explicatifs. C'est aussi démultiplier les livres, dégager les touches du temps, se faire géologue du temps. L'historien moderne fait la part la plus exacte du temps en fonction de l'efficience qu'il lui reconnaît. Par cette prérogative, tenue aujourd'hui pour un droit imprescriptible du métier d'historien, il considère être pleinement dans son rôle. Définir et nommer des périodes, des époques. Thucydide n'a-t-il pas nommé la période d'hostilité ouverte en 431 entre Athènes et Sparte, et qui allait durer 30 ans, la guerre des Péloponnèses, et ce, pour toujours. Qu'a-t-il fallu pour rendre possible la temporalisation du temps? Nous demandions-nous en commençant. En allant des mises en question contemporaines de la temporalisation moderne du temps vers des temps très éloignés, d'avant cette temporalisation, nous avons été attentifs au lien entre temps et récit, de l'homme qui tombe aux écrits apocalyptiques, d'un temps suspendu à l'approche d'un temps tout autre. Si différents soient-ils, ces récits sont lancés par les crises du temps. Ils sont des réponses à ces crises. Ils sont des façons de faire avec le temps et de faire du temps. Don DeLillo n'est ni un prophète, ni un apocalypticien. Il est un romancier qui nous montre la cage de fer dans laquelle nous nous trouvons avec ses barreaux présentistes. Quant aux anciens récits, 4 traits principaux caractérisent leur traitement du temps.
Incontestablement, un privilège, la médiatique, je l'ai dit, est reconnu au présent comme moment décisif. L'introduction de période, certes fixée et écrite par Dieu, est une opération qui ordonne et donne sens au temps. La reconnaissance dans les écrits de Qumran d'un caractère graduel de la révélation est une idée importante, porteuse d'une forme de temporalisation, même s'il convient de la distinguer nettement de la temporalisation moderne. L'histoire, enfin, existe, soit comme histoire prophétique, le prophète est celui qui donne sens à ce qui a eu lieu du point de vue de Dieu, soit prophétie rétrospective, Daniel annonce à venir ce qui a déjà eu lieu. Ainsi, ces traits modèlent un certain visage du temps. Merci.